été tenue. Maintenant, le premier sujet sur la question algérienne, c'est un sujet qui est alors vraiment très compliqué. J'ai pas énormément de temps, j'aurais préféré avoir plus de temps. Il faudrait peut-être que je fasse une vidéo consacrée spécialement à la question des rapports franco-algériens. Vous me connaissez, s'il y a des gens qui viennent m'écouter, de plus en plus nombreux dans ce direct, c'est parce qu'ils savent que je dis ce que je pense être la réalité. Je dis ce que je pense être la vérité. Je suis quelqu'un, je ne me laisse jamais intimider par des manœuvres, la pensée unique, etc., etc. Et donc je dis ce que je pense être vrai. Il y a une chose qu'il faut comprendre fondamentalement dans les relations franco-algériennes, c'est que ce ne sont pas uniquement des relations franco-algériennes. C'est qu'il y a d'autres intervenants dans ce couple. Il y a du monde dans la chambre à coucher. Et il y a qui ? Il y a des forces extérieures, notamment les États-Unis d'Amérique et la Russie, l'Union soviétique. C'était le cas au moment de la guerre d'Algérie. La France n'était pas seule face au FLN. Derrière le FLN, il y avait des soutiens venant de l'étranger. Donc déjà, il y a d'autres parties prenantes. Mais il n'y a pas que les États-Unis et la Russie. Vous avez également un autre intervenant frontalier qui est le Maroc. Et vous avez un autre intervenant qui n'est pas frontalier mais qui compte pour beaucoup, qui est l'État d'Israël. Il faut que les Français sachent, ce qui n'est pas évident parce qu'on ne nous explique jamais ça, notamment les jeunes générations. Mais beaucoup de jeunes franco-algériens le savent, ce que je vais dire là. C'est qu'il y a eu, dans la colonisation française, qui a commencé en 1830, avec le coup de chasse-mouche du Dey d'Alger contre l'envoyé de Charles X, qui avait débarqué à Sidi Ferruche. Ça, c'est toute l'histoire du début de la colonisation. La France étant intervenue à l'époque pour toute une série de raisons, c'était un exutoire, c'était une gloire facile. Il y avait beaucoup moins d'habitants à l'époque dans les trois pays qui sont aujourd'hui des pays du Maghreb, qu'on appelait d'ailleurs les côtes barbaresques. Il devait y avoir à tout casser 10 millions d'habitants, alors que maintenant il doit y avoir 120 millions d'habitants. Donc 10 millions d'habitants sur ce qui est aujourd'hui Maroc, Algérie, Tunisie, alors qu'en France il y avait 38 millions d'habitants. Vous voyez déjà la répartition des trucs. Il y avait aussi une longue tradition de ce qu'on appelait les côtes barbaresques, parce qu'il y avait énormément de personnes qui étaient... le trafic en Méditerranée occidentale était souvent perturbé par justement des raids contre des navires de commerce avec des Français ou des pas Français qui étaient embarqués, qui étaient enlevés en otage. Et on a des quantités d'ouvrages, de missions qui avaient été envoyées du temps de Louis XIV, etc., pour récupérer les otages qui avaient été pris sur les côtes barbaresques. Donc il y avait une tension quand même qui existait dans toutes ces affaires, et c'est la France qui est intervenue. Et puis donc, je vais passer sur la colonisation, les œuvres de pacification, tout ça, l'action de grande gloire du XIXe siècle qui sont devenues au XXIe siècle très difficiles à assumer, comme le général Bugeaud, par exemple, toutes ces actions-là qui se sont traduites en définitive par des actes de colonisation criminels, c'est tout à fait exact. Et puis petit à petit, quand même, une pacification. Et puis ce qui est non moins exact, c'est que la France a quand même apporté, a dépensé des centaines de millions de francs pendant des décennies entières pour faire de cette colonie d'Algérie quelque chose qui progressivement serait construit des routes, des hôpitaux, des écoles. C'est vrai, il ne faut pas dire le contraire, c'est exact, c'est un fait exact. Mais il y a quelque chose qui s'est passé qui n'est jamais appris dans les écoles en France et qui a beaucoup marqué la mentalité des Algériens, notamment des Franco-Algériens de notre époque. Ça s'est passé en octobre 1870. Ça a été alors que Napoléon III venait d'affronter le désastre de Sedan. Il avait été fait prisonnier. C'est la fin, en début septembre 1870. C'est la fin du Second Empire, c'est la proclamation de la République le 4 septembre 1870, c'est pour ça qu'il y a à Paris une rue du 4 septembre.
Au mois d'octobre, alors que la France était encore en conflit, je crois qu'à l'époque, il y avait toujours des troupes qui se battaient sur le territoire de Belfort, avec d'Enfer Rochereau, qui était le capitaine ou le colonel qui dirigeait la place forte de Belfort, qui ne s'est jamais rendu. C'est pour ça d'ailleurs que lorsqu'il y a eu un accord avec la Prusse, la Prusse a mis la main sur les départements d'Alsace et de Moselle, mais a détaché de ce qu'on appelle le Haut-Rhin le territoire de Belfort et que c'est resté un département spécifique. On était donc en conflit. En janvier 1871, il y a eu la proclamation du Reich, du Deuxième Reich allemand par Bismarck et Guillaume II dans la Galerie des Glaces à Versailles pour bien humilier les Français. C'est dans cette période, pour le moins extrêmement troublée, qu'en octobre 1870, il y a eu un ministre qui s'appelait Crémieux, qui a pris les fameux décrets Crémieux. Alors je dis les fameux, les Français ne savent pas ce que c'est, les Français de France. Mais, sauf les gens érudits, les gens qui connaissent bien l'histoire, mais je peux vous dire que pour beaucoup d'Algériens, c'est fondamental. C'est quoi les décrets Crémieux ? Les décrets Crémieux, Adolphe Crémieux était juif, et c'était un ministre, et il a fait prendre un décret octroyant la nationalité française aux Israélites indigènes, c'est comme ça que c'est écrit dans le décret Crémieux, aux Israélites indigènes résidant en Algérie, qui étaient, je crois, 37 000. Introduisant ainsi une césure entre, d'une part, avant, il y avait les Français qui étaient des colons. Bon, ils étaient français, ils venaient de France, c'était des colons. Mais parmi les indigènes, il y avait des juifs, mais il y avait beaucoup de musulmans, ce qui était la grande majorité. Et ce décret Crémieux a accordé la nationalité française aux Israélites indigènes, comme c'est marqué dans le décret Crémieux. Alors il y avait un autre décret qui précisait que les musulmans pouvaient éventuellement entamer un processus. Il fallait qu'ils aient l'accord de leur cadi. Leur cadi, c'est pas un cadi de supermarché, ça s'écrit pas pareil, c'est CADI, c'est un juge musulman. Par exemple, si vous allez à Mayotte, vous verrez qu'il y a des cadis qui exercent une espèce de justice traditionnelle chez les populations mahoraises. D'ailleurs, je crois que Bayrou, quand il est allé à Mayotte, il est allé rencontrer des cadis. Moi, quand j'étais allé à Mayotte, j'avais rencontré un des grands cadis qui était près de Dzaoudze. Ça, ce truc a créé une fracture chez les Algériens musulmans, dont en fait on ne s'est jamais remis. C'est-à-dire que les musulmans se sont considérés comme des citoyens de seconde zone. Ils se sont dit, nous, on est considérés comme des citoyens de seconde zone. Par les Français qui ont privilégié les Israélites indigènes, les Juifs. Et donc, moi je dis la réalité, ça peut me plaire ou ne pas plaire, mais c'est la réalité. Il y a une tradition anti-juive en Algérie que l'on ne trouve pas au Maroc, par exemple. Ça n'a rien à voir. Et il faut savoir que de nos jours, l'Algérie est un pays où il n'y a pratiquement plus de juifs. Et l'Algérie est un des rares pays du monde, il y en a peut-être une dizaine, qui refusent de reconnaître l'État d'Israël. Même plus loin, c'est en 1988, à Alger, qu'a été proclamé l'État palestinien par la réunion du Congrès du Conseil national palestinien en exil qui s'est réuni à Alger. Il y a d'ailleurs eu une tentative de l'armée, de la force aérienne israélienne, d'aller bombarder Alger en 1988, mais ils ont fait demi-tour devant le fait que les Algériens menaçaient de répliquer. Alors, à partir du moment où je commence à donner ce début d'éclairage, que normalement les journalistes ou les responsables politiques devraient dire au peuple français, parce que moi je suis toujours animé, par la vérité, la réalité et la paix. Il faut bien comprendre que nous avons des relations avec l'Algérie qui ne sont pas de même nature qu'avec le Maroc. Non seulement parce que le Maroc, comme la Tunisie, n'ont jamais été français. C'était des protectorats.
Alors que l'Algérie, c'était la France. C'est-à-dire il y avait des départements avec des préfectures qui avaient été constituées. C'était la France, mais la France où il y avait des citoyens de seconde zone qui étaient les Arabes musulmans. Évidemment, à notre époque, ça vient... c'est le fond général de toute cette affaire. On a beaucoup de Français, de responsables français politiques, d'ailleurs, juifs, originaires d'Algérie, qui vouent une haine tenace, en fait, à l'Algérie. Et c'est d'ailleurs réciproque. Je pense à Jacques Attali, je pense à Éric Zemmour, je pense à toute une série de Bernard-Henri Lévy, etc. Ce sont des gens qui sont des représentants de la communauté juive, mais qui vraiment vouent une haine à l'Algérie et réciproquement. Et ceci vient polluer les relations franco-algériennes, qui sont donc beaucoup plus compliquées que ce que l'on veut bien nous dire, d'autant plus que le Maroc, où il y a une forte communauté juive d'ailleurs. Et le Maroc, c'est au Maroc qu'il y a... Lorsque Macron s'est rendu au Maroc récemment, il y est allé avec des représentants. Il était avec Dominique Strauss-Kahn, avec Jack Lang, etc., etc. Et donc le Maroc est un pays qui a reconnu l'État d'Israël sous la première présidence Trump, et qui s'est énormément rapproché des États-Unis, au point que le Maroc achète des F-16 aux États-Unis. Quand vous achetez des F-16, ça veut dire que tout le reste va avec. Donc en fait, le Maroc est un pays où l'influence de la France a décru, et l'influence des États-Unis a énormément augmenté. Mais les États-Unis et Donald Trump ont fait un geste diplomatique fondamental qui a été de reconnaître la marocanité du Sahara espagnol. Vous savez que le Sahara espagnol, c'est ce territoire qui est au sud du Maroc, le long de l'océan Atlantique, et qui était une colonie espagnole, ça s'appelait Sidi Ifni, c'était une colonie espagnole très peu peuplée, avec le peuple sahraoui, comme on dit, de Sahariens. Et vous savez que lorsque l'Espagne a donné son indépendance, ça s'est très mal passé. Vous avez le peuple sahraoui qui voudrait avoir son État indépendant. Vous avez les Algériens qui voudraient au minimum qu'il y ait un État indépendant, voire même que l'Algérie mette la main sur le Sahara espagnol, ce qui lui permettrait d'avoir un débouché sur l'océan Atlantique. Ça ferait au passage d'encercler le Maroc. Ça voudrait dire que l'Algérie serait à la fois sur la Méditerranée et sur le Maroc. Et vous avez le Maroc qui, par ailleurs, considère que c'est le prolongement naturel du Maroc et que ceci revient au Maroc, d'où la marche qui avait été lancée par Hassan II, le monarque précédent, avant l'actuel Mohamed VI, c'était son père, qui a lancé une marche pour aller conquérir pacifiquement, en gros, le Sahara espagnol et l'intégrer au royaume chérifien, au royaume du Maroc. Voilà. Ce que l'Algérie n'a jamais accepté. Et actuellement, devant les instances internationales, il y a la communauté internationale, la vraie, je ne parle pas des États-Unis avec leurs vassaux, je parle à l'Organisation des Nations Unies, le problème n'est pas tranché. Puisqu'il y a 3 versions qui s'opposent, comment dirais-je, le Sahara espagnol devenant marocain. Deuxième version, le Sahara espagnol devient indépendant avec le peuple sahraoui. Troisième version, le Sahara espagnol devient une partie intégrante de l'Algérie. Et ce qu'a fait Donald Trump lors de sa première présidence, c'est qu'il a fait un geste absolument fondamental en termes diplomatiques, puisque les États-Unis sont encore la première puissance militaire mondiale en termes de... Oui, à peu près à égalité avec la Russie. Ils sont en avance sur certains points, ils sont en retard sur la Russie. Donald Trump a reconnu la marocanité du Sahara espagnol. En échange de quoi, ça faisait partie de l'accord, le gouvernement de Rabat, le gouvernement marocain, a reconnu l'État d'Israël. C'est vraiment important à comprendre, ce que je dis. Alors évidemment, quand on vient à l'UPR, quand on vient m'écouter, c'est pas le conte de fées. Moi, c'est la réalité de la vie internationale, de la vie diplomatique et des enjeux de pouvoir qu'il y a derrière. La diplomatie française traditionnelle,
depuis des décennies, avait justement veillé à ne pas prendre de position. Et j'ai déjà expliqué pourquoi. Je l'avais expliqué aussi d'ailleurs sur Israël 24 News, où j'ai été invité à plusieurs reprises. Je suis davantage invité sur Israël 24 News que sur les médias français. Et on m'avait demandé, j'avais parlé notamment du conflit israélo-palestinien. Mais je pourrais en dire pareil sur l'affaire du Sahara espagnol. Quelqu'un qui veut être chef d'État en France, il doit avoir quelques grandes données à l'esprit. Il y a en France, peut-être, je ne sais pas, on ne sait pas, les statistiques ethniques sont pas, mais il y a au moins 600 à 700 000 Français binationaux ressortissants du Maroc. Il y a à peu près 600 à 700 000, ou 500, entre 500 et 700 000, les statistiques sont différentes, juifs, français juifs. Et il y a au moins 1 million, 1 million 100, 1 million 200 000 Français binationaux franco-algériens. De telle sorte que, si on veut être un chef d'État, et comme je l'avais dit à Israël 24 News, il y a par ailleurs 5 à 6 millions de musulmans, dont peut-être 4 millions qui ne sont ni marocains ni algériens. Et puis en France, il y a 60 millions de Français qui ne sont ni marocains, ni d'origine marocaine, ni d'origine algérienne, ni juifs, ni musulmans. Il y a quand même 60 millions dont je fais partie. Si on veut être un chef d'État voulant assurer la paix civile, on doit se garder absolument d'envenimer la situation. On doit essayer de trouver un esprit de concorde, un esprit responsable. C'est la raison pour laquelle, pour ce qui me concerne, j'ai toujours veillé à ne pas me prononcer sur l'affaire du Sahara espagnol, parce que les passions sont à chaud, sont à vif. Et comme je l'ai dit, il y a plusieurs hypothèses de solution de ce conflit. Et puis fondamentalement, c'est pas le problème du peuple français de savoir à qui doit appartenir cette bande de terre. On n'a pas à se mêler de la planète entière. Occupons-nous déjà des problèmes des Français, ça sera déjà très bien. Privation de la nationalité française, loi et décret d'exception, spoliation, humiliation, emprisonnement, four crématoire, etc. Avec le mouvement Poujade et le réveil du fascisme qui menace les Juifs risquent de connaître de nouveau, malgré leur citoyenneté française, le sort qu'ils ont subi sous Vichy. Sans vouloir remonter bien loin dans l'histoire, il nous semble malgré tout utile de rappeler l'époque où en France, les Juifs, moins considérés que les animaux, n'avaient même pas le droit d'enterrer leurs morts, ces derniers étant enfuis clandestinement la nuit, n'importe où en raison de l'interdiction absolue pour les Juifs de posséder le moindre cimetière, monsieur Asselineau. Exactement à la même époque, l'Algérie était le refuge de la terre et la terre de liberté pour tous les Israélites qui fouillaient les inhumaines persécutions de l'Inquisition. Exactement à la même époque, la communauté israélite avait la fierté d'offrir à sa patrie algérienne non seulement des poètes, des commerçants, des artistes, des juristes, mais aussi des consuls et des ministres. Si le peuple algérien a regretté votre silence, il a apprécié la prise de position anticolonialiste des prêtres catholiques, comme ceux notamment des zones de guerre de Montagnac et de Soukharas, et même de l'archevêché qui pourtant, dans un passé récent, s'identifie encore avec l'oppression coloniale. C'est parce que le FLN considère les Israélites algériens comme les fils de notre patrie qu'il espère que les dirigeants de la communauté juive auront la sagesse de contribuer à l'édification donc d'une Algérie libre et véritablement fraternelle. Le FLN est convaincu que les responsables comprendront qu'il est de leur devoir, qu'il est leur devoir et d'intérêt bien compris de toute la communauté israélite de ne plus demeurer au-dessus de la mêlée, de condamner sans rémission le régime colonial français agonisant et de proclamer leur option pour la nationalité algérienne. Salutations patriotiques quelque part à Alger le 1er octobre 1953, le Front de libération nationale, avant le déclenchement de la Révolution.
Donc, vous, monsieur Arcelino, ce que vous avez dit là, vous avez repris le même schéma de dialogue pour diviser, genre, les Algériens et les Juifs algériens qui étaient à l'époque. C'est-à-dire, oui, c'est les Algériens qui n'aiment pas les Juifs. Il y a beaucoup de Juifs qui sont restés en Algérie, qui sont morts en Algérie. Madame Kane, notre voisine, une vieille dame, Madame Kane, elle nous donnait des bonbons. C'est une Juive algérienne. Elle a fait la révolution avec le FLN et elle est restée, elle est morte en Algérie. Il y en a plein. Vous voyez, monsieur Asselineau, c'est ça l'éclairage. C'est ça la vérité, que ça vous plaise ou pas. Quand vous avez dit, moi, je dis la vérité, ça plaît ou ça plaît pas. Quelle vérité vous avez dite, monsieur Asselineau? C'est dommage, hein, à voir que c'est des politiciens français, vous êtes, je ne sais pas comment vous dire. Vous n'êtes pas un historien pour parler de l'histoire, monsieur Asselineau. Faites attention. Nous, on est là, on vous surveille. Vous n'avez pas honte de parler comme ça. Il y a une haine des Algériens envers les Juifs et vice-versa. Mais les Juifs marocains, Tunisie, non, c'est très bien. Il les a vendus, Hassan Tani, comme des animaux, les pauvres. Il a monnayé leur transfert vers la Palestine occupée. Monsieur Hassani, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer combien ils ont payé pour chaque Juif pour le transporter du Maroc en Palestine occupée. Donc, monsieur Asselineau, faire très, très attention. Maintenant, avec Internet et tout, l'histoire existe. Vous devriez faire une vidéo. Je vais vous l'envoyer dans les commentaires de votre vidéo. Peut-être que les gens vont vous l'envoyer. J'aimerais bien avoir un entretien avec vous. Si vous désirez, il n'y a pas de problème. On parlera de l'histoire et je n'ai pas parlé du colonialisme, comment vous avez expliqué le colonialisme français en Algérie. Ok, monsieur Asselineau, prenez soin de vous. On est là, on surveille. Maintenant, c'est un nouveau dossier qui s'est ouvert avec la génération des fils des Chouhada et des Moudjahidines, nous-mêmes. Ok. Si la France veut régler des comptes, on est prêt, nous. Au contraire, on attend ça depuis longtemps. Régler les comptes bien comme il faut, mettre les points sur les i, jusqu'à couper toute relation carrément. Il n'y a pas de problème. Ça nous permettra de nous retrousser les manches et de travailler sérieusement. C'est ça qui nous manquait. Ce qu'a fait la France ces derniers temps, c'est très bien pour l'Algérie, parce que ça montre aux Algériens comment l'État français, le régime français considère l'Algérie, et puis ça nous a unis. Ces derniers temps, tout le peuple algérien est uni, derrière son armée et son gouvernement. Et ça, je vous remercie pour ça. Ça s'est retourné contre vous. Ok, monsieur Asselineau, j'espère que vous regarderez cette vidéo et je vous laisse. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.